That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microsino, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Deuxième partie de notre émission autour de Claude Lanzmann. Je vous rappelle, du 3 novembre au 18 décembre, il y a une rétrospective importante autour du cinéaste Claude Lanzmann. La rétrospective s'intitule, et c'est très important ça, parce qu'on va en parler pendant une heure, le lieu et la parole. Donc, à la BPI, Bibliothèque publique d'information au centre Pompidou. Il y aura des projections donc de sa filmographie, mais aussi des films qu'il a fait pour la télévision. Il y a aussi bien évidemment des rencontres et d'autres films qui dialoguent avec les films de Lanzmann. Et je remercie Arnaud Hay, qui est le programmateur donc de cette rétrospective, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. La deuxième émission, donc, axée autour, je pense, on peut dire ça comme ça, du film un des films les plus importants de Claude Lanzmann, mais certainement le plus populaire, le plus fameux, qui est Shoah, le fameux, tristement fameux, qui est Shoah. Un film qui a commencé à être travaillé dans les années 70 et qui a été montré en 85-86. Et pour en parler de ce film, trois personnes, que vous pourrez retrouver lors de cette rétrospective. Il y a d'abord Arnaud Soli, qui est cinéaste, et d'ailleurs on verra votre film, si je me trompe pas, Sheol, en tout cas lors de la rétrospective. Jennifer Cazenave, qui est professeur de cinéma, à l'université de Boston, et Martin Goutte, qui est enseignant et chercheur. Et vous trois, il y a plusieurs points communs par rapport au cinéma de Lanzmann, de la représentation aussi, et bien évidemment de ce qui nous réunit aujourd'hui tous les quatre, c'est-à-dire du film Shoah. Donc, je vous remercie en tout cas d'être, je dis les choses comme elles sont, on enregistre un samedi après-midi, donc merci énormément de prendre le temps, en tout cas de revenir sur ce film. Et toutes les informations concernant cette rétrospective, vous les trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je me tais. Première question, très simple, je suis très curieux pour le coup. J'aurais voulu tout simplement savoir, chacun d'entre vous, comment vous avez croisé ce film pour la première fois, à quelle période de votre vie surtout, et puis pour la troisième mini-question, savoir un peu comment s'est passée cette expérience vis-à-vis de ce film. Arnaud, si on peut commencer. Arnaud, à vous. Ah oui, d'accord. On commence par le haut droit du carré. Alors, moi, j'ai plus de 50 ans et du coup, c'était dans mes années de lycée, en fait, à la fin des années 80. Donc, le premier contact avec Shoah, c'était évidemment, je ne sais plus si c'était une projection dans le cadre scolaire, si c'était même en classe. C'était certainement pas le film entier. Et bon, moi, je suis de la génération qui a vu Nuit et brouillard au collège. Et puis là, il y avait cette parole vive qui débarquait dans nos vies, dans notre génération à nous, qui était pas très loin en fait de celle des rescapés, puisque c'est la génération de nos grands-parents. Donc il y avait comme un phénomène de translation de cette parole intime familiale vers la scène publique. Voilà, peut-être quelque chose comme ce qu'Annette Bievorka appelait à l'époque l'ère du témoin. Bon, nous, on a reçu ça comme ça, et puis après, c'est évidemment c'est le compagnonnage d'une vie à la fois intime et dans le cadre du travail, quoi. Voilà pour moi. Je rebondirai ensuite sur vos propos, mais d'abord, je préfère vous écouter chacun, et puis ensuite, voilà. Je vous en prie, Jennifer, par exemple. Voilà. À vous, je vous en prie. Alors, moi, j'ai découvert Shoah à la fac, en fait, quand j'avais, je pense, 20 ans. Donc, j'ai fait mes études aux États-Unis, et il y avait une salle de cinéma sur le campus. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de projeter Shoah un week-end. Donc, on n'était pas très nombreux, parce que c'était un vendredi soir et un samedi soir en deux parties. Je pense qu'on était une dizaine, et on est tous revenus le samedi soir, en fait, pour voir l'autre moitié de Shoah. Moi, ça m'a complètement bouleversée. Je n'avais jamais vu un film comme ça. J'avais entendu parler de Shoah. Je n'avais jamais vu. J'avais vu Nuit et brouillard aussi. J'avais vu quelques documentaires, des choses sur le procès Eichmann, mais je n'avais jamais vu Shoah. Je n'avais rien lu sur Shoah, et j'ai eu l'impression justement de découvrir un peu ce film sans avoir rien lu. Et je pense que je crois qu'il y a
Arnaud, par rapport à ce que vous dites sur les générations, je crois qu'il y a différentes générations en fait de gens qui ont vu Shoah. Moi, je me vois un peu comme une deuxième génération. Bon, j'avais 20 ans, c'était en 2001. Il y avait déjà toute une première génération de travaux autour du film. Et pour moi, c'est vraiment, je pense que je me suis quelque part peut-être identifiée à Claude Lanzmann, toutes ces questions, sa volonté de savoir et de poser toujours les mêmes questions et de tourner autour des mêmes questions. Donc ça a bouleversé ma vie, puisqu'après j'ai décidé de faire un doctorat sur Shoah, et précisément sur les rushs de Shoah, parce que j'avais envie de savoir, en fait, j'avais beaucoup de questions autour du film. Et vous, Martin? Un peu comme mes deux camarades, j'ai commencé par voir Nuit et brouillard à l'école aussi, au collège, c'est une expérience qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est un film qui a beaucoup compté pour moi dans ma trajectoire ultérieure, que ce soit dans le choix d'études d'histoire à un moment donné ou dans le choix des études cinématographiques. C'est vraiment un film qui m'a marqué. Mais j'ai découvert Shoah plus tard et pendant les études aussi, comme Jennifer, quand j'étais à l'université. Et je me souviens en particulier, j'avais dû en voir des extraits auparavant et je sais même pas si je l'avais pas déjà vu en entier. Mais en tout cas, je me souviens surtout d'une projection sur un week-end également, sur les deux époques, à l'Institut Lumière. J'étais à Lyon à ce moment-là. Et ça a été aussi une projection qui m'a énormément marqué, on l'évoquera à nouveau, je pense, mais comme expérience cinématographique de spectateurs. Et par ailleurs, ayant ensuite entamé un doctorat sur la question de l'entretien et du témoignage, j'en suis venu, mais alors que c'était pas le projet initial, à ne finalement travailler que sur Shoah, là où il devait être un des films d'un corpus plus large, je pensais plus transversal, à force de me plonger dedans et d'y passer du temps. Et j'ai fini par ne travailler que sur ce film-là. Alors, et là, pour le coup, vous prenez la parole comme vous l'entendez, bien évidemment. Ça veut dire quoi, selon vous, aujourd'hui, en 2023, travailler sur le film Shoah? Qu'est-ce que ça voudrait dire quoi? Parce que quand le film est sorti au milieu des années 80, il y a eu effectivement plusieurs travaux qui ont été faits. Je me souviens, non, j'étais petit, mais en tout cas, avec le temps, il y a même un livre qui avait été fait au niveau de la psychanalyse autour de Shoah. Mais ça, c'était à une certaine période. Aujourd'hui, en 2023, ça veut dire quoi, travailler sur ce film? Ouais, pour moi, en fait, ce qui s'est passé avec le temps qui passe, donc les rushs de Shoah ont été transférés à Washington en 1997, et quand le musée de l'Holocauste à Washington a acquis les rushs de Shoah, il n'y avait pas vraiment de projet, en fait. Il fallait sauver, en fait, ces rushs qui étaient éparpillés entre la salle de montage et la cave de Claude Lanzmann à Paris. Et au fur et à mesure, il y a eu un projet de restauration qui s'est transformé en projet de numérisation, qui fait qu'aujourd'hui, on a 220 heures entièrement disponibles sur Internet, en fait. Donc, travailler sur Shoah, c'est vraiment aller regarder sur le site du musée de l'Holocauste à Washington. Ça s'appelle la collection Claude Lanzmann Shoah, et découvrir un peu, en fait, tout ce qu'il y a. C'est très accessible parce que toutes les vidéos, en fait, sont là. Il y a aussi une transcription des entretiens, souvent en anglais et en français. Ça a été traduit soit français, anglais ou allemand. Et moi, je dirais travailler sur Shoah, c'est justement un peu se plonger dans ces rushs et dans cette histoire de Shoah on parle souvent de 1985, mais c'est justement, vous l'avez dit au début, on commence en 1973 et c'est des années et des années de travail. Et vous, par exemple, excusez-moi Martin, je vous en prie, pardon. Allez. Contrairement à Jennifer ou à Rémi Besson aussi, qui a travaillé sur ces rushs et sur ces archives dans le cadre de sa thèse, moi je m'y suis intéressé, je les ai consultés après la thèse, c'est-à-dire que le travail sur Shoah de mon côté était plus un travail d'analyse filmique d'une certaine manière, plus qu'un travail d'historien du film. Et c'est un peu alors les rushs et tout le travail justement fait par Jennifer et Rémi permettent vraiment d'éclairer beaucoup l'histoire du film et même
son contenu et même évidemment son contenu cinématographique. Moi, je le mobilise par exemple davantage aujourd'hui dans des cours pour amener les étudiants à réfléchir au type de mise en forme du témoignage, aux manières de filmer, aux manières de le monter. Comment dire, une des dimensions centrales du film, et qui explique aussi par exemple la place qu'il avait prise dans ma thèse, hein, c'est qu'il a une dimension paradigmatique pour penser un peu le témoignage filmé dans le cinéma documentaire. Et il se prête du coup à des approches très très variées. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu des approches psychanalytiques et des approches historiennes. Il y a des approches philosophiques, il y en a eu pas mal du film, il y en a encore. Voilà, donc il a son ampleur et son importance font que c'est un objet très ouvert, voilà, à des approches variées. Et par rapport à vous, Arnaud, qui êtes cinéaste, lorsqu'on travaille, lorsqu'on questionne aussi des géographies, des lieux avec une certaine parole, et qu'on a un film qui nous a regardé, pour paraphraser Jean-Louis Schaeffer, qui nous a regardé, qui est Shoah, comment on travaille aussi à ce moment-là, comment on questionne ce genre de terrain, de géographie, avec ce film en amont, et comment ça se passe par rapport à l'acte filmique? Oui, évidemment, c'est pas. On va essayer de dire je vais essayer de dire autre chose que des évidences. Shoah, évidemment, absolument central quand on entreprend de faire du cinéma documentaire qui a trait à la Shoah d'une façon ou d'une autre. Alors donc moi je travaille pas sur Shoah évidemment, mais c'est vrai que je travaille avec Shoah. En fait, c'est quelque chose d'ailleurs à laquelle j'avais pas tellement réfléchi dès mon premier film en fait au Rwanda, où j'avais fait quelque chose sur une hétérotopie pour le dire vite, c'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire d'un lieu, qu'est-ce que notre regard sur un lieu en lien avec l'expérience qu'on a pu avoir dans ce lieu, avec le décalage du temps. Donc c'était l'histoire d'une jeune rescapée Tutsi d'un massacre pendant le génocide des Tutsis sur une colline sur les hauteurs de Kigali, où moi j'avais tourné sans elle, en interrogeant ce paysage aujourd'hui en fait, qui avait continué à vivre, qui avait pris des formes différentes, qui incluaient aussi la mémoire, mais pas seulement, et ensuite travailler avec elle au son sur ce que pouvait lui évoquer à la fois ces images, mais aussi les images mentales. On avait fait un espèce de dispositif de mise en scène un peu, olé olé, mais qui était que parfois elle regardait les rushs et d'autres fois je la prenais au son seulement avec son support du souvenir en fait. Et je me suis rendu compte ensuite que cette question du lieu, voilà, moi c'est quelque chose qui m'habite aussi en fait et qui est fondamental dans Shoah et aussi dans les films qui suivent, enfin dans ce qu'on pourrait appeler la galaxie ou la cosmogonie qui est issue du tournage de Shoah. Voilà, donc par exemple le dernier film que j'ai fait qui se passe dans la forêt de Sobibor, j'étais parti pour écrire un film dans une résidence d'écriture sur un service de soins palliatifs, et en fait, en regardant Shoah pendant ce séjour, finalement, j'ai écrit le film sur Sobibor, en fait. Donc, il est tout à fait à la racine, en fait, de ce désir. Pourquoi ? Parce qu'en regardant le film, j'ai été voir les rushs sur le site de l'USHMM de comment Lanzmann se mettait en scène, en fait, et qu'est-ce qu'il connaissait de cet espace. Qu'est-ce qu'il pouvait bien en connaître dans les années 70, parce que c'est un espace qui a beaucoup changé aujourd'hui, avec les fouilles archéologiques, un nouveau musée, etc. Et je me suis dit qu'il était vraiment important d'actualiser en fait notre relation au lieu. Et c'est à la base c'est à la base du geste en fait, tout simplement. Mais par rapport, je suis pas sûr. si, non, mais parce que ça réfléchit en même temps, enfin, ça essaye en même temps de réfléchir. Mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport à ce que vous évoquez par rapport au lieu. Est-ce que vous évoquiez aussi au début de l'émission, c'est-à-dire je parle à Arnaud, bien évidemment, là, par rapport à la parole intime, familiale, et puis ça a été rejoint aussi, ensuite par Jennifer, je crois qu'il en avait un peu parlé. Moi, ce film, je l'avais découvert à la fin des années 90, quelque chose comme ça, donc j'avais un peu plus de 20 ans.
Mais ce qui m'avait impressionné, il y a effectivement ce qui est montré, mais pas forcément que ça. C'est surtout comment c'est montré, ce qui m'avait vraiment impressionné. Et surtout, cette manière qu'a Lanzmann, en fait, moi je connaissais Lanzmann comme tout le monde, je pense qu'il est aussi populaire que Godard, mais je pense qu'on n'a pas vraiment vu Shoah ou les films de Godard, ça c'est un autre sujet. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a cette idée de transmission, certes, mais ça va beaucoup plus loin. C'est comment lui s'intègre dans la transmission. Et c'est ça qui m'avait frappé à l'époque. Et puis il y a d'autres choses, on en parlera, mais c'est ça. Donc j'aimerais par rapport à ça, c'est ce rapport qu'il a de s'intégrer, pas forcément de le voir physiquement, c'est pas de ça dont je parle, et vous avez très bien compris, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dira plus tard que c'est ce film qui l'a construit. Et ça m'avait vraiment frappé au premier visionnage. Oui, mais c'est... oui, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une chose à laquelle on réfléchit aujourd'hui, qui est que le cinéaste Lanzmann, il a évidemment plusieurs époques dans son destin, dans son parcours. Et moi, ça me paraît tout à fait évident que Shoah le constitue et le constitue en tant que metteur en scène par la physicalité en fait de son lien au témoin, à l'espace, et qu'après c'est lui qui constitue Shoah en devenant le vecteur et le défenseur. C'est quelque chose dont on parlait avec Arnaud il y a pas très longtemps cette semaine. Le principal médiateur de son œuvre en fait, en fixant les conditions de sa réception, etc. Donc, ouais, il y a un lien qui est très très impressionnant en fait. Ça évidemment en tant que réalisateur, moi c'est quelque chose qui m'interroge et qui surtout, oui, qui m'interroge moralement sur qu'est-ce que je fais quand je fais un film, comment je le fais en fait. C'est quelque chose qui est toujours dans la tête et c'est aussi une question dans la relation qu'on peut avoir avec les gens qui parlent. Alors, évidemment, pour notre génération qui vient après, il ne sera plus question de faire advenir un retour du passé dans les lieux au présent par la parole, mais plutôt d'interroger les lieux, en fait, de ce qu'ils peuvent encore porter de ce passé, puisque les témoins ne sont plus. Ou alors ils étaient enfants très jeunes, et évidemment, ils disent pas la même chose, mais dans le rapport qu'on peut avoir aux témoins, qui est une question que moi je trouve très importante dans Shoah, où on peut aussi questionner Lanzmann, et pas seulement avec un aspect critique, quoi, je veux dire, son rapport aux Polonais, etc. Oui, il pose une vraie question de cinéma, en fait, en s'engageant physiquement dans le film. Moi, je pense qu'un terme qui est intéressant, c'est un historien américain qui parle de l'angoisse de la transmission et qui a utilisé ce terme pour parler en fait de la création des archives d'histoire orale, notamment à Yale, l'archive Fortunoff, dont Annette Viviorca parle dans l'ère du témoin. Et on sent vraiment cette angoisse de la transmission en fait quand on regarde les rushs. Parce que là, on part sur une durée beaucoup plus longue et on voit ce que vous dites, Arnaud, sur la disparition des témoins, c'est déjà présent en fait dans les années 70. C'est pour ça qu'on a cette création d'archives, plus Claude Lanzmann qui fait ce film. Il y a le premier témoin qu'il va filmer, en fait, va décéder quelques semaines plus tard. Et donc, il y a déjà cette course en fait contre la montre qui est très présente, qui fait qu'en fait, la réalisation du film, c'est 73-85. La grande majorité des témoignages vont être filmés entre 78 et 79. Il y a vraiment cette course contre la montre. À un moment donné, Claude Lanzmann comprend, il a tous ses témoins, mais il faut filmer. Moi, c'est très difficile de voir Shoah sans voir les rushs, en fait, parce que j'ai passé tellement de temps à regarder les rushs. Les rushs, j'ai l'impression que c'est tous les fantômes, en fait, de Claude Lanzmann. Qui ont été avec lui pendant des années. Moi, c'était l'impression que j'ai eue, en fait, quand j'étais en train d'écrire mon livre. J'étais aussi habitée par tous ces fantômes.
Et c'est ça qu'on voit, enfin, cette volonté de transmission, elle est pas simple. Enfin, il y a le temps du témoignage, donc il y a le temps entre les prises, les coupes, etc. Mais il y a aussi tout le travail, toute l'enquête historique pour arriver à poser les bonnes questions, pour arriver à faire parler les gens. Ça, c'est des années aussi de recherche historique qu'on ne voit pas, que Lanzmann apporte en fait dans chaque interview. Et c'est aussi ce travail aussi de créer un lien avec les gens ça, on le voit vraiment dans les rushs, on le voit bien sûr dans le film, mais dans les rushs, par exemple, avec Abraham Bomba, on a une scène où Claude Lanzmann lui tient la main. Et cette proximité avec les témoins est très, très touchante, mais c'est aussi tout le travail de Claude Lanzmann pour arriver en fait à cette parole-là. On peut imaginer aussi à partir de là, et c'est perceptible à travers le film, hein, la part de souffrance qui accompagne cet engagement justement dans la durée et dans la relation au témoin. Alors avec tous ceux, comme le disait Jennifer, avec lesquels il a une relation d'empathie extrêmement forte, comme Bomba, ou je voyais un extrait avec Pochlemnik par exemple, c'est évident aussi que on mesure aussi ce que c'est que de recevoir en face à face une parole comme celle-là. C'est aussi perceptible cette violence et du coup l'engagement que ça suppose dans les échanges avec les témoins nazis. Quand on revoit les entretiens avec Franz Duchomel par exemple, on mesure l'immense contrôle, le travail sur soi qu'il faut arriver à faire pour avancer dans l'entretien. Avec des moments où justement on sent que quelque chose sort. Il y a ce moment par exemple où Duchomel évoque le fait qu'il y aurait que les hommes qui seraient frappés à l'entrée du boyau qui allait aux chambres à gaz, et Lanzmann a cette phrase, il dit mais pourquoi tant d'humanité, voilà, dans des phrases comme ça on sent la violence qui le travaille forcément dans des séquences comme celle-là, et c'est vrai que ce qui est frappant dans le film aussi, moi c'est un aspect qui m'avait beaucoup marqué. Lanzmann a parfois été critiqué pour être trop présent dans Shoah, ce que je pense être pour le coup un reproche. Il y a d'autres choses qu'on peut lui reprocher, mais ce que je pense être un reproche assez injuste en fait. D'abord parce qu'en fait il est pas si présent que ça, par exemple, à l'image. On l'a dit souvent, il y a très peu de contre-champs qui ont été conservés au montage sur lui. Et puis, cette présence, elle n'est pas forcément à son bénéfice, au sens où c'est aussi une façon de s'exposer dans ce qu'il peut avoir, justement, de violent aussi pour les témoins. Par exemple, Arnaud évoquait à l'instant son rapport complexe aux témoins polonais, dans les séquences à Grabov, où il échange avec les témoins polonais sur le perron de leur maison. Il montre une ironie mordante, mais qui peut aussi en faire un personnage très désagréable pour le spectateur, d'une certaine manière, un médiateur qui se rend pas aimable, forcément. Et cet engagement-là, moi, je trouve qu'il est vraiment essentiel dans le film aussi. Alors, c'est comment dire, le travers de la vertu de cet engagement, c'est sans doute alors la surpersonnalisation, justement, d'autant plus forte en France que toute la tradition du cinéma d'auteur et de l'appréhension du cinéma via le prisme de l'auteur fait qu'on a tendance, moi le premier, je l'ai eu très souvent et je l'ai sans doute encore souvent, à tout ramener à Lanzmann, et c'est un vrai problème, mais c'est aussi très clairement une culture cinéphilique, cinématographique française qui est parfois problématique sur ce terrain-là. Et puis par ailleurs, il y a ce qu'évoquait un peu Arnaud tout à l'heure sur le fait que son engagement aussi, on pourrait dire presque théorique autour du film et d'accompagnement du film, de contrôle du paratexte comme ça autour du film, lui a conféré, c'est Jacques Walter, je crois, oui c'est sûr, qui parle d'un rôle de magistère comme ça, que Lanzmann a fini par incarner, et qui lui a joué des tours aussi sans doute, non pas que ça lui ait forcément été imposé, ce rôle-là, mais en tout cas ça a pu aussi lui jouer, je pense, pas mal de tours dans les polémiques qui ont pu accompagner, pas tant Shoah d'ailleurs que d'autres types de représentations et d'autres événements de représentation de la Shoah. Mais par exemple, je vais être très provocateur pour le coup. Certes, la manière qu'a Lanzmann de créer cette conversation, de la filmer aussi cette conversation, parfois même
d'être un peu dans la manipulation, dans la mise en scène. Aujourd'hui, on dirait, si on voyait ça dans n'importe quel film documentaire, déjà, on ne qualifierait pas ça comme un documentaire, on dirait c'est de la télévision, c'est etc., etc. Mais, et aussi, il ne faut pas oublier que Lanzmann avait travaillé un peu pour la télévision et il paraîtrait-il que son style d'écoute, on en parlait avec Arnaud dans la première émission, c'est cette manière qu'il a d'écouter. Et la manière, il n'est pas neutre, il n'affiche jamais une posture neutre, il n'est pas dans la neutralité. Et j'avais lu quelque part quelque chose qu'il ne laisse jamais en repos celui avec qui il discute, celui ou celle avec qui il discute. Et moi, j'aurais bien voulu vous entendre par rapport à ça, parce que je trouve que c'est certainement l'aspect fondamental de la mise en scène lanzmannien, si tant est on pourrait appeler ça lanzmannien, c'est cette manière qu'il a d'écouter. Mais elle n'est jamais neutre. Au contraire, il est dans une forme de recherche de vérité. Ou alors, comme vous disiez, Jennifer, il y a aussi l'idée peut-être que ça va pas durer longtemps. Voilà, on n'a plus le temps. Et en même temps, j'ai envie de me dire que ça peut pas être que ça. Donc, moi, je pense que la fameuse mise en scène qui est très importante dans ce film, il y a un rapport à l'écoute qui, je pense, est primordial. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Déjà, ce qui est intéressant, c'est bon, on n'a pas tout hein, dans les rushs, bien sûr, on n'a que les rushs, il y a beaucoup d'autres choses, mais Claude Lanzmann avait déjà rencontré ces personnes-là, il avait déjà passé du temps avec ces personnes-là. Donc même ce qui est filmé, il y a toute une histoire, en fait, derrière ça, de rencontres, d'échanges de lettres, d'interviews, mais pas officielles. Donc il y a déjà un premier travail où Claude Lanzmann ne découvre pas l'histoire, ne découvre pas ce récit pour la première fois. Et ça, c'est important. Donc, il sait déjà ce qu'il cherche, en fait. Il a, souvent, on ne le voit pas dans le choix, mais il a des notes, il arrive avec son calepin, il y a des choses qu'il recherche. Ça, on le sait, par exemple, avec Abraham Bomba, il y a quelque chose qui peut arriver à ce moment-là. Ce que je dirais, moi, dans les rushs, c'est qu'il y a quand même des moments de résistance de la part des témoins. Donc, dans Shoah, on a une certaine version du témoignage, une certaine version de cette écoute que vous décrivez. Dans les rushs, il y a des moments de résistance. Je pense par exemple aux 4 sœurs avec Paula Biran, qui faisait partie de la police juive dans le ghetto et qui, elle, refuse. Claude Lanzmann lui pose la question, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé avec les hommes dans la police juive? Et elle dit non, je n'y étais pas, ce n'est pas moi. Moi, je vous raconte mon récit, mais je ne vais pas parler pour les autres. Et elle, c'est un exemple parfait justement de ce moment où Claude Lanzmann essaye de négocier, il revient et elle refuse en fait. Et ça, c'est pas dans Shoah. Donc dans Shoah, il y a quand même une certaine version. Les protagonistes de Claude Lanzmann dans Shoah, c'était des hommes auxquels il s'est identifié. Il y a un très très beau moment avec les survivants de Varsovie, où justement Claude Lanzmann dit je sais que ça n'a rien à voir, mais moi j'étais dans la résistance. Et là, on voit l'identification. Et c'est cette identification qui fait qu'il est très proche, en fait, de ses protagonistes et qu'il arrive à une certaine parole qui est peut-être, pour des raisons diverses, pas possible avec Paula Biran ou les femmes dans les rushs. Puis on voit aussi l'identification qui échoue, avec Abba Kovner, par exemple. Exactement. C'est un moment très étonnant. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Kovner n'était pas monté dans Shoah, en fait, parce que j'ai même eu l'impression que c'était filmé comme si ça avait pu remplacer Zuckerman, Antek et Simra Hoten à la fin, donc au kibbutz des combattants du ghetto, qui est la dernière séquence du film. Parce que Kovner, donc, le premier à avoir mis des mots publics sur l'opération d'extermination qui était en cours c'est fin 40, je crois, en placardant sur les murs de Vilnius frères juifs, ce qui va se passer, c'est les Allemands vont nous détruire en tant que peuple, ce qui est un moment de lucidité absolument incroyable. Ensuite, chroniqueur du ghetto avec Sutzkever, engagé dans un mouvement de résistance très jeune, et puis il s'enfuit quand le ghetto est éradiqué dans l'action finale, deviennent partisans, donc. Et puis après, il devient poète. Donc, moi, je trouve que c'était le témoin qui correspondait vraiment à la geste lanzmannienne qui était de
d'une quasi-écriture d'un épisode biblique. Et en plus, on sait que Kovner a écrit sa poésie vraiment aussi en lien avec ça, dans ce style-là. Et quand ils parlent ensemble, Kovner, en fait, lui dit non, c'est pas ce qu'on a vécu, la différence qu'il y a entre la force et la violence, etc. Il y a une incompréhension qui opère entre les deux sur comment se raccorder à l'expérience, et aussi le fait que Kovner lui explique on ne peut pas retrouver, on ne peut pas se reconnecter avec ce qu'on avait dans la tête à ce moment-là et avec la vérité de notre expérience vécue au présent, de cette quête est vaine, ce qui évidemment travaillerait contre le film si c'était monté. Mais c'est assez fascinant ce moment-là. C'est vrai que comme dit Jennifer, et ça c'est génial en fait que les rushs aient été sauvés soient visibles, c'est que on a l'immense chance aujourd'hui, c'est très rare en cinéma de pouvoir voir à la fois une œuvre complètement monumentale qui fait 9 heures, et en plus les 250 heures de rush qui l'accompagnent. C'est complètement fou ça. C'est une vraie chance. Vous êtes là pour le coup, peut-être une question plutôt pour Jennifer, mais vous pouvez rebondir bien évidemment, Martin et Arnaud. C'est par rapport au montage qui a été fait ensuite. Donc de prendre 9h, 9h20, je crois, des 200 et quelques heures. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le montage? Comment Lanzmann et son équipe ont travaillé sur le montage de ce film-là? Comment ça s'est passé? Ok, il y a très peu de traces du montage. Oui. Donc la première étape, c'était de transcrire les entretiens, en fait. Ça, c'est la première étape. Et ça, c'est tout un travail génétique à faire, puisque quand Lanzmann a transféré les rushs, il a aussi transféré les transcriptions. Et donc, on voit, en fait, elles sont annotées. Donc, on voit des montages possibles. Bon, après, il y en a des centaines. Hein. Il y a plein de choses qui n'ont pas été montées, mais on voit, il y a des lettres, la lettre C, par exemple, qui revient pour une séquence sur Sobibor ou autre. Donc, il y a beaucoup de montages possibles qui ont été envisagés, même juste sur le papier, en fait. Après, c'est des années. Claude Lanzmann n'en parle pas beaucoup, en fait, dans le lièvre de Patagonie. Il dit que ça a été très difficile, très compliqué, mais il le résume très, très rapidement. On peut simplement parler du montage en fonction de ce qui a été exclu, en fait. Donc moi, je sais pas, je peux pas vous dire il est parti dans cette direction, ensuite il a changé. Ça s'est fait au fur et à mesure. Je sais qu'en 83, parce qu'on a le film de David Perloff, Diary, qui Arnoé vient de le rajouter au programme. Il y a une séquence en fait dans la salle de montage, puisque la fille de David Perloff, Yael Perloff, était assistante sur le montage. Et donc en 83, on voit le tableau et on a déjà tous les protagonistes. Donc en 83, on voit Srebnik, on voit sur l'écran, on sait comment le film va commencer. Mais tout ça, c'est un travail, et je pense que le film, si on revient à 1973, la vision, c'était vraiment de faire un film dans sa totalité, c'est-à-dire 33 à 45. Il y a des lettres qu'on a pu retrouver, puisque c'était comme ça que Claude Lanzmann procédait. Il écrivait une lettre à quelqu'un en se présentant, en présentant son film. Et donc l'idée à la base, ça allait être un film monumental, mais encore plus monumental. Et donc, on a énormément de choses sur ce que Saul Friedlander appelle les années de persécution, 33-39. Il y a énormément de choses qui ont été mises de côté pendant le montage. Tout ça, ça se fait, je ne sais pas à quel moment, en fait, Claude Lanzmann a décidé que les membres du Sonderkommando seraient les vrais protagonistes du film. Ça, je pense que ça s'est décidé dans la salle de montage. À nouveau, les enregistrements, enfin tout ce qui est le tournage, c'est 78-79, on a vraiment la grande majorité. Donc là, Claude Lanzmann est en train de tourner des choses qui n'ont rien à voir avec les Sonderkommando. Donc tout ça, ça se fait après, mais je pense qu'il y a quand même cette question de transmission et aussi de vouloir préserver des témoignages en se disant peut-être par la suite, je continuerai. Et ça, il y a eu un premier film déjà en 97. C'était déjà présent, cette idée de continuer un peu cette œuvre et de la décliner de manière différente. Oui, puis on peut, à partir pas forcément de ce qui est exclu, mais de ce qui est conservé, on mesure aussi
on peut appréhender la question du montage suivant ses échelles, c'est-à-dire en effet, il y a l'échelle globale du casting retenu ou pas finalement dans le film, après le casting retenu pour les tournages, mais il y a aussi la question de la construction, comme le disait Jennifer, qui a un rapport complexe, très complexe à la chronologie et qui n'est pas une construction classique dans le documentaire historique tel qu'on la voit en général. Et puis, il y a des échelles beaucoup plus réduites sur le montage séquentiel, sur la manière d'agencer justement le lieu et la parole qu'on évoquait tout à l'heure, sur la façon dont, notamment, certaines paroles peuvent s'autonomiser presque dans des séquences de montage, en effaçant aussi certaines questions, en recomposant des choses. On en a discuté avec Arnaud récemment lors d'une projection de Sobibor, où c'est pas la même, c'est pas Ziva Postec, c'est Sabine Mamou qui fait le montage. Et il y a une séquence, par exemple, où la voix de la traductrice assume seule, finalement, pendant un moment, le relais du témoignage sans qu'on entende la voix du témoin. Et ça, par exemple, c'est des choix de montage qui sont majeurs. Alors, je le dis notamment parce que dans Shoah, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de moment comme ça. Les moments qu'on entend traduits sont toujours des moments dont on a entendu le texte, entre guillemets, original, mais pour autant, il y a une très grande variété de montage de la voix, en fait, dans le film, et qui rejoint aussi, alors du coup, je reviens un peu en arrière, sur ce qu'on pouvait dire sur la question de l'écoute, au sens où, moi, je pense qu'une des dimensions centrales du montage dans Shoah, c'est aussi la façon dont la dynamique du film construit progressivement son spectateur et sa manière d'écouter les témoignages. C'est-à-dire qu'on entame le film avec un certain nombre de protagonistes, de témoins, de situations, de dispositifs, et progressivement, le film s'enrichit de nouveaux dispositifs, de nouvelles manières d'écouter, et notamment, c'est essentiel dans la mesure où justement le projet de Shoah, c'est aussi de faire cohabiter, même si justement on ne peut pas les faire dialoguer, évidemment, Lanzmann jugeait ça obscène, des voix venant de statuts très très différents dans l'histoire, des criminels, des survivants, et des spectateurs polonais. Et chacun de ces statuts appelle en fait une écoute, déjà dans les interactions différentes de la part de Lanzmann, mais aussi une écoute différente de la part du spectateur dans le cours du film. Et ça, c'est largement construit au montage, c'est-à-dire qu'il s'agit progressivement de faire que le spectateur construise une forme d'intelligence de l'écoute des témoignages, je ne sais pas comment le dire autrement, et ça, c'est une vraie question de montage à laquelle ils ont dû s'affronter avec Ziva Postec face au film, face au rush, du coup. Mais ça, c'est intéressant par rapport à cette expérience-là je dis ça de manière très grossière, mais bon, de la durée. Parce que vous évoquiez ce rythme-là au niveau de la construction, mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez impressionnant et incroyable, c'est ce rapport au film avec la durée, donc l'expérimentation du spectateur. Parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose c'est pas de la fatigue, c'est une forme d'épuisement, non pas parce que ça dure, mais c'est aussi parce qu'il y a des choses qui sont dites et aussi des choses qui sont montrées, mais ça, il faut revenir, faut en venir là-dessus. Et moi, j'aurais bien voulu savoir ça par rapport à est-ce que le spectateur, son rapport à ce moment-là, donne aussi au film un rythme que peut-être que Lanzmann ne peut pas prévoir, parce que c'est un autre type de rythme, c'est le rythme de la salle de cinéma ou du salon aussi, ça peut aussi arriver. Et ça, je pense que ça aussi, ça en fait partie. Il y a une interactivité entre le spectateur ou la spectatrice et à ce moment-là, et le film, et cette durée. Oui, moi, un petit mot là-dessus, c'est une expérience très intime. Enfin, la durée, c'est voilà, le temps et l'espace au cinéma, c'est quand même fondateur, évidemment. Je peux te dire ce que ça opère sur moi, peut-être, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a une immersion, en fait, dans un espace-temps dont on comprend qu'il est circonscrit, mais qu'il est immense. Voilà, donc je trouve que le temps rend justice à l'espace. En fait, les 9 heures de film donnent la mesure à la fois de l'espace, c'est-à-dire c'est un objet qui est fini quand même. C'est pas non plus quelque chose qui pourrait continuer on and on. C'est un film qui a un début, c'est un film qui a une fin. Donc c'est une expérience de cinéma. Mais
En fait, la possibilité qui nous est offerte de nous immerger dans cet espace et ces paroles, donc ce sont des gens qui peuplent cet espace dans ce temps-là, et du coup, on se met au contact de micro-destins, de micro-faits qui s'additionnent pas, en fait, mais qui se juxtaposent et qui tissent une toile d'araignée à laquelle on arrive à se relier. C'est une expérience qui est assez forte, en fait, et assez rare au cinéma. Ça n'engage que moi. Je suis assez d'accord. Il y a une dimension presque, là, de la même manière, si je me réfère justement à la découverte du film en salle, il y a une forme d'épreuve dans le film, c'est-à-dire que la durée joue aussi dans le fait d'éprouver le fait de ne pas pouvoir couper. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on aimerait couper dans le film, on se dit on aimerait faire une pause, on aimerait souffler, non pas que le film ménage pas d'ailleurs des moments de respiration, des moments de pause, mais voilà, le contenu du film est tel qu'il a un côté oppressant aussi, assez nettement quand même. Et cette épreuve du film fait pleinement partie de Shoah, à mon sens. Mais alors, il faut tout de suite contrebalancer ça, en rappelant le fait que, alors, s'il s'agit d'un objet fini, c'est aussi un objet ouvert au sens où il est ouvert à des usages très variés. Et par exemple, il y a des expériences du film qui sont radicalement différentes selon qu'on considère justement l'épreuve l'épreuve, même si c'est aussi je ne sais pas si on peut parler un plaisir cinématographique. Je ne sais pas si c'est un plaisir, mais en tout cas un moment important cinématographique. Mais il y a des usages qui peuvent être des usages extrêmement découpés, des usages pédagogiques par exemple, des usages, on voit les diffusions télévisuelles par exemple ont très souvent redécoupé le film différemment. Enfin voilà, d'une certaine façon, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a des temporalités à l'intérieur du film, comme il y a des micro-destins, comme le disait Arnaud, mais il y a aussi des manières temporelles d'éprouver le film, voilà, et de s'y confronter et de le mobiliser dans des contextes variés qui font qu'en fait, cette dimension-là, par exemple, peut s'effacer complètement, finalement, cette dimension de la durée, dans des usages qui seraient des usages beaucoup plus ponctuels, liés à des explorations factuelles, par exemple, de tel ou tel moment, ou dans des analyses séquentielles, ou des choses comme ça. Oui, c'est pour ça que j'aime bien penser à cette question de génération, parce que je pense que justement l'usage du film a changé, ce que Martin vient de dire sur une version qui a été faite pour les lycéens. Il y a d'autres expériences en fait de Shoah aujourd'hui qui n'étaient pas possibles à l'époque. En fait, à l'époque, il fallait aller au cinéma en 85 pour le voir. Mais c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose, ce souvenir d'être assise dans cette salle de cinéma un vendredi soir et un samedi soir, ça fait partie de mon souvenir de Shoah, en fait. Je me revois assise à regarder ce film, accompagnée d'une poignée d'étudiants, mais ça fait partie de cette expérience et de cette première rencontre pour Shoah. C'est vrai que pour mes étudiants, souvent, quand j'enseigne un cours sur l'histoire du cinéma français, on n'a pas le temps de regarder Shoah et 9h30, donc on fait je coupe, je fais des petits montages, et ça va être leur expérience à eux aujourd'hui. Il y a quelque chose de troublant dans cette forme cinématographique, c'est que même si on découvre aujourd'hui ce film, on a cette sensation que ça a une résonance très forte avec ce qui est devenu, comment les formes ont évolué dans le cinéma et de fiction et de documentaire. C'est-à-dire que cette forme utilisant Shoah, j'ai pas cette impression qu'elle a vieilli. J'ai l'impression qu'elle est toujours aussi forte et aussi profonde et qu'elle s'est ouverte aussi dans le chemin de la fiction. Et il y a de cela. Et moi, j'aurais voulu savoir, est-ce que pour le coup, parce qu'on parle de quelqu'un qui est cinéaste, c'est une rétrospective autour de son cinéma, mais est-ce que quand il tourne Shoah, il y a des moments très, 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 j'allais dire très beaux au sens cinématographique, j'entends bien évidemment, c'est de demander à des personnes, comme par exemple ce conducteur de train, de réexécuter, de refaire des gestes qu'il a. Et ça ne peut être qu'un moment de cinéma, et c'est un moment de cinéma.
Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi peut-être ce côté de voir cet aspect, comment ça s'est passé, comment ça s'était passé, comment ça s'est passé réellement. Et le fait de voir ça, avec des années après, on imagine et on a cette sensation-là même s'il y a mise en scène, tout ça, mais il y a de cela. Et c'est là où je voulais en venir, donc dans cette forme de cinéma. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec, comme vous dites, des générations, d'autres générations de cette forme de cinéma et comment elle est perçue? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est beaucoup? J'ai eu la chance de voir le Sobibor, donc c'est pas Shoah, mais le matériau, la moitié en tout cas, était destiné à Shoah avec Martin. Ça, c'était une grande chance. Mais avec mon fils aussi, de 15 ans. Et c'est la première fois qu'il acceptait de voir un documentaire en salle, de voir un film sur la Shoah. Et il n'a toujours pas vu mes films. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui est très, très réservé à l'égard de ce genre de gestes. Et donc, ce fils, qui est le mien, a été absolument bouleversé. Et on en a parlé jusqu'à 2 heures du matin, après, justement, sur ce que le cinéma avait fait dans sa tête, c'est-à-dire comment la parole de Yehuda Lerner, en l'occurrence, s'était frayé un chemin jusqu'à lui dans son présent, comment il l'avait reçu et comment ça avait provoqué son cinéma mental, c'est-à-dire, il me dit, j'avais l'impression d'être à Sobibor, en fait, j'avais l'impression d'y être. Et pourtant, Sobibor 14 octobre, c'est quand même assez aride dans la construction de l'objet film. Hein. Pour un gamin qui ne serait censé que regarder TikTok, ce n'est pas le cas. Il y a des adultes qui regardent TikTok. Hein, il a eu son expérience de spectateur. Je ne sais pas moi si ça tient à la justesse, en fait, à la manière de filmer un visage, un personnage, si ça tient au cinéma, en fait, c'est-à-dire que le cinéma résiste autant. C'est la grande chance Shoah nous pose quand même cette question, c'est que de génération en génération, sa réception s'actualise, certes de différentes façons. C'est une expérience qui est hyper intéressante, ça, de voir comment les plus jeunes, les dernières générations traitent cette mémoire, en fait. Hein. Ils ont d'autres cadres d'appréhension, ils ont d'autres outils aussi pour représenter. Et oui, il faut c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça résiste, ouais. Ça tient au cinéma, peut-être, je ne sais pas. Jennifer, tu veux... Oui, enfin, moi, je dirais que ça, c'est mon expérience quand j'enseigne Shoah. J'ai l'impression toujours que les étudiants n'ont jamais vu un film comme ça. Ça revient. Ils n'ont peut-être pas tout compris parce que je suis obligée de couper, mais il y a toujours ce sentiment que le cinéma, ça peut être ça, en fait, et que ça peut ressembler à ça. Je pense que l'autre seul réalisateur qui a cet effet-là, c'est Riti Pan. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, que ce soit Claude Lanzmann et Riti Pan pour mes étudiants. Et Wang Bing mais ça, je n'enseigne pas parce que comme c'est un cours de cinéma français, mais en effet, on pourrait rajouter ça si c'était... Qui sera d'ailleurs, qui devrait être normalement à la rétrospective, si je ne me trompe pas. Oui, mais en tout cas, voilà, il est associé. C'est associé. Oui, Femen, je trouve que... Il y a quelque chose du même ordre dans l'expérience de visionnage. Ouais. Je rajouterais juste quelque chose une chose à laquelle je pense, juste pour revenir à ce que Martin disait sur l'auteur. Il faut aussi se souvenir que Claude Lanzmann a toute son équipe. Et ça on la voit, enfin, on voit cette équipe dans les rushs et c'est très touchant aussi parce que c'est une équipe, parfois ils sont 9. Cette équipe change de temps en temps, mais il y a quand même cette équipe qui est là avec Claude Lanzmann et au moins pour citer le travail de William Lubchansky en tant que chef-op, c'était quand même un des grands de la nouvelle vague. Et il y a aussi ces choix esthétiques, c'est aussi une collaboration entre Claude Lanzmann et son équipe qui est présente. Et sur la dimension contemporaine, d'une certaine façon, alors sur le rapport aux étudiants, moi j'ai le sentiment qu'en fait, ils ont... Alors, pour ceux qui s'intéressent au documentaire,
une conception assez ouverte justement des dispositifs documentaires qui fait qu'ils ils intègrent assez facilement, moi j'ai le sentiment, le cinéma de Lanzmann, tout en pouvant l'interroger évidemment, mais sans que ça pose problème. Et par ailleurs, je pense qu'en plus, c'est un cinéma qui est vraiment intéressant pour les générations d'étudiants actuels, parce que la question du témoignage, c'est une question qui est extrêmement présente dans leurs préoccupations contemporaines. Bon, ne serait-ce que toutes les réflexions depuis quelques années dans l'après-MeToo, la question de la parole, de la croyance accordée aux témoins, de la discussion autour des témoignages, de leur rôle politique dans l'espace public, etc. C'est des questions qui, en fait, auxquelles ils se confrontent en fait quotidiennement dans leurs propres interrogations. Et même si Lanzmann s'attaque à la question du témoignage concernant un autre champ et d'une manière évidemment qui lui est propre, je pense qu'ils ont beaucoup à réfléchir sur la question du témoignage à partir de ce que propose Lanzmann, d'autant qu'une des forces de Shoah, c'est précisément, je trouve qu'il propose du témoignage son film en propose une défense très très forte, évidemment, on l'a beaucoup dit, que c'était un film qui justement en faisait un outil majeur de transmission et d'attestation, mais qui le fait beaucoup de manière problématisée, que ce soit justement dans les différences entre les témoins, dans des variations de dispositifs, dans les questions posées par le cinéaste. Donc en fait, de ce point de vue-là, c'est au-delà du fait que c'est, de mon point de vue, comme pour beaucoup, un chef-d'œuvre, c'est aussi une boîte à outils extrêmement féconde pour penser des questions de mise en scène de la parole et du témoignage dans l'espace contemporain. Et par rapport à ça, encore juste pour conclure, cette question de la contemporanéité, moi, elle m'interroge beaucoup par rapport au film, je trouve, parce que, évidemment, on le dit, il faut le redire, le film, justement, travaille l'histoire, la mémoire à partir du présent, le fait énormément, de façon très volontaire. Et forcément, on s'interroge jusqu'à quand le présent montré dans le film nous sera contemporain aux spectateurs qui le découvriront. Et il y a forcément des moments ou des publics pour lesquels il ne le sera pas ou plus. Ça, c'est par exemple un horizon de perception du film, de réception du film, qui me semble très bon, alors là, c'est une part de science-fiction, mais pas que, sans doute qu'il y a déjà des publics comme ça. Mais quand on voit le film, ce qui est frappant aussi, c'est comment, dans sa mise en scène, dans ses choix de tournage, alors il y a des choses qui l'ancrent dans son époque, de la fin des années 70, assez net, mais finalement, pas tant que ça. Et c'est assez frappant. Moi, je pense qu'une des grandes qualités du film et qui justifie ce qu'on disait Arnaud et Jennifer sur ce côté encore très opérant, c'est qu'en fait, il recourt beaucoup à des images, au-delà de ce qui est raconté, il recourt beaucoup à des images qui, en fait, ont d'emblée une portée qui n'est pas du tout limitée au contexte spatio-temporel strict du moment du tournage. Ce moment existe, mais elle le déborde très largement, et du coup, elle conserve encore aujourd'hui, pour vraiment l'essentiel d'entre elles, une portée contemporaine. Elle nous parle encore d'aujourd'hui, pour le dire autrement. Exactement. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce film, ne serait-ce que déjà de montrer des séquences ou des captures d'écran et de discuter sur ça. Mais il faut d'abord, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vu ou qui veulent le revoir, sachez, j'avais oublié de le dire, ça, il y a plusieurs projections des deux parties de Shoah, mais juste les premières projections, c'est le 4 novembre à 15h, donc la première époque Shoah, et le lendemain, le 5 novembre à 15h, et puis il y a d'autres dates de projection. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. Un immense merci pour Arnaud Soli, Martin Goutte et Jennifer Cazenave. Vraiment, je vous remercie humblement d'avoir pris le temps. On n'a pas parlé de tout, faut le savoir, mais au moins 2-3 petites choses. Et c'était vraiment une émission que je voulais faire depuis très longtemps, depuis l'existence de cette chaîne. Et je vous en remercie vraiment humblement. Et c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, les renseignements dans le descriptif de la vidéo. La rétrospective commence le 3 novembre, se termine le 18 décembre. Il y a plein de choses intéressantes, il faut y aller. Et encore merci à Arnaud et pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Très bonne journée, merci à vous. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.